Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Dialna, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Donc dans ce podcast, comme toujours, une personne racisée va nous parler des livres qu'elle lit, qu'elle a aimés, mais aussi de son rapport au livre, à la littérature et à la représentation dans la littérature. Nous sommes toujours en distanciel pour le moment, mais toujours présents en tout cas. Et pour ce 52e épisode de Jamais sans mon livre, nous recevons une dévoreuse de livres, à un tel point qu'elle en a fait un compte Instagram, un podcast, qu'elle a écrit également des livres. J'ai nommé Bookapax, a.k.a. Asma, c'est bien ça? C'est ça. Alors, bien entendu, forcément, en tant que dévoreuse de livres, elle ne peut pas lire un seul livre en même temps, donc elle va nous parler de 3 livres, des lectures récentes ou qu'elle a beaucoup aimées, et puis ensuite on va développer comme à chaque fois sur tous ces points que j'ai mentionnés. Bonjour Asma et bienvenue sur Dialna enfin. Bonjour Nadia et merci pour l'invitation. C'est vrai que ça faisait un long moment qu'on en parlait. Ouais, ça doit faire peut-être 1 an ou 2. Hein, au moins, un bon nom. On avait essayé de faire ça. Et puis bon, les emplois du temps, les choses n'étaient pas toujours réunies. Donc Mais là, là, on va bien. voilà, nous aussi, on est très contentes. Pour le coup, donc place à Asma dans Jamais sans mon livre sur Diana. Ah oui, puis j'ai oublié de préciser, bien entendu, parce que j'ai pas ma tête sur les épaules aujourd'hui, mais je suis persuadée qu'on va parler de plein de livres que vous aurez peut-être lus ou pas encore, et on mettra toutes les références sur le site, sur dialna.fr, et puis en description du podcast, sur Spotify et autres, et sur YouTube aussi. Comme ça, vous pourrez retrouver tous les livres et les auteurs dont Asma va nous parler. Alors du coup, justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots des 3 livres que tu lis en ce moment ou que tu viens de finir de lire? Alors tu m'avais dit, voilà, il y avait À l'Est d'Éden de John Steinbeck, l'essai La race tue 2 fois de Rachida Brahim et également un autre roman, Puissions-nous vivre longtemps, de Imbolo Mboué. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ces 3 livres brièvement, un peu à la façon de ton compte Instagram, l'équivalent d'un petit post-it? Déjà, À l'Est d'Éden, que je viens de finir, un classique américain. Juste une écriture merveilleuse, mais merveilleuse, avec des descriptions, mais vraiment à n'en plus finir, mais on n'est jamais, jamais, jamais ennuyé. Jamais on s'ennuie. On s'accroche au personnage, on a envie d'y retourner à chaque fois, à chaque fois. On prend le temps, surtout, on a envie de prendre le temps de le déguster. Voilà, un classique vraiment incontournable. Ensuite, il y a un contemporain que j'ai lu. Tu avais vu le livre, le film, pardon, qui est inspiré de ce Non, livre? je l'ai pas encore vu. Non, justement, il y a une abonnée qui me l'a signalé là cet après-midi. Okay. Ensuite, un contemporain, une auteure nigériane, si je me souviens bien. Ouais, c'est une auteure nigériane. C'est son 2e roman. Le premier, ça s'appelait Voici venir les rêveurs. C'était une famille nigériane, non, camerounaise par contre, pardon, je me trompe, c'est camerounaise qui a émigré aux États-Unis et voilà, on la suit là-bas. Et dans ce second roman, elle nous emmène en Afrique de l'Ouest, dans un petit village africain, où vient s'installer une entreprise pétrolière américaine. Et c'est le combat du village contre l'entreprise. Et 3e livre, c'est un essai, ça s'appelle La race tue 2 fois, de Rachida Brahim. Et c'est un essai extrêmement fouillé sur l'histoire des crimes racistes en France des années 70 aux années 2000. Franchement, elle a dû prendre un temps fou. Je ne sais pas combien d'années elle a dû mettre à l'écrire, mais c'est extrêmement fouillé, extrêmement documenté. Et c'est à la fois triste et glaçant. Et bref, c'est un mélange de plein de sentiments. Voilà. Ok, alors comment... D'ailleurs, celui-ci, il est dans ma pile. Il est par là. Il est dans ma pile à lire et je vais le faire remonter. Comment tu choisis... comment tu choisis les livres que tu lis? J'imagine que voilà, tu as une pile de livres à lire qui doit être encore plus importante que la mienne. Comment tu sélectionnes en fait tes lectures à venir? Voilà, est-ce que tu essayes d'alterner? Là, tu avais 2 romans, un essai. Est-ce que c'est au coup de cœur? Est-ce que c'est par ordre d'achat ou de réception? Comment ça se passe? Non, déjà, clairement, j'ai des thèmes de prédilection. Je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est la famille, les relations familiales, les secrets familiaux, le racisme, tout ce qui est questions sociales et politiques, tout ce qui est roman assez engagé.
le féminisme aussi, tout ce qui touche à l'enfance, les parcours de vie. J'ai un thème aussi qui revient pas mal aussi, c'est la guerre d'Algérie, la littérature, tout ce qui est littérature africaine. J'aime pas cette expression, mais littérature d'Afrique, on va dire, la littérature d'Afrique plutôt. Et, et après, oui, comme on sait autour de moi que je lis, j'ai énormément de gens qui me disent ah, tiens, tu devrais lire ça, tu devrais lire ça, tu devrais lire ça. J'ai les maisons d'édition qui m'envoient pas mal d'ouvrages aussi, donc je suis attirée par plein de choses que je feuillette comme ça, et après je vais piocher selon ce qui va me paraître pertinent ou pas. Mais voilà, ouais, c'est plein de sollicitations à droite à gauche, et moi je vais piocher selon mes centres d'intérêt. Et alors, tu arrives à lire avoir plusieurs lectures différentes en même temps. Comment tu t'organises En fait, jusqu'à présent, non. J'ai un mari qui a une pile de livres et ces dernières semaines, je ne sais pas pourquoi, je lis en même temps un essai et un roman. Donc, oui, j'ai un peu de mal, mais comment? Deux styles différents quand même. Tu ne vas pas lire voilà, de romans. Non, 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 jamais. Jamais deux romans en même temps. Jamais. D'accord. Et alors, pourquoi ces livres-là en particulier? Comment tu les as choisis au moment où tu t'es dit, ceux-ci, je veux les lire? Est-ce qu'ils attendaient chez toi depuis un moment? Est-ce que, bon, la race tue deux fois, on en entend beaucoup parler voilà, sur les réseaux et ailleurs, donc j'imagine qu'il y a eu cet intérêt aussi. Mais comment tu t'es décidé sur ceux-là en particulier à ce moment-là? Ben non, ceux-là, je les ai lus récemment. Donc, et comme ils étaient assez forts, moi j'aime bien les livres forts qui vont bousculer, qui vont me donner un regard. En fait, c'est des sujets qu'on connaît, mais qu'on connaît factuellement. Alors que là, on est dans les sensations, on est dans le concret, et c'est très bousculant, ça pose vraiment des questions. Surtout, puissons-nous vivre longtemps, elle, elle pose vraiment la question de quel type d'armes on va se servir contre ces grandes multinationales. Et on a du mal à choisir entre soit les armes, soit la discussion, soit la voix des médias, bref, c'est des lectures bousculantes, c'est ça qui m'intéresse. Ok, c'est intéressant comme concept du coup, parce que certaines personnes aiment mettre un peu dans le confort, tu sais, lire des choses qui font du bien, ce qui est tout aussi oui, oui, intéressant. ça m'arrive parfois, voilà. Mais j'ai besoin d'engagement quand même. Alors, quel était ton rapport au livre et à la lecture quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, par exemple? Est-ce que chez toi, dans ta famille, il y avait une bibliothèque dans le salon, il y avait des livres? Est-ce que tes parents lisaient, tes frères et sœurs? Est-ce que peut-être que quand tu étais petite, tu n'étais pas aussi fan de lecture qu'aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Alors, pour revenir un peu sur mes parents, mon père est arrivé en France à la fin des années 60 et ma mère, elle l'a rejoint fin des années 70. Elle l'a rejoint avec deux enfants. Et contrairement à lui, il a été orphelin tôt. Et c'est l'aîné de sa famille, il a dû arrêter l'école et bosser pour la famille. Elle, non. Elle, c'est l'aînée d'une famille de 5 filles, mais c'est l'aînée d'une famille de 5 filles qui a été jusqu'au bac et au-delà. Et quand elle l'a rejoint quand même avec une certaine frustration de ne pas avoir, parce qu'elle s'est mariée, elle a rejoint son mari et son leitmotiv depuis qu'on était petits, c'est faire de nous des enfants qui iraient loin. Je veux dire, au point de mettre une certaine pression. Mmh. Mais donc, son premier geste fort quand elle arrive en France, c'est faire en sorte de virer la télé. Mon père avait la télé. Et elle a fait en sorte de la virer. Donc, elle a essayé par je vais dire la vérité, elle a essayé en la traficotant, elle a essayé plein de trucs. Et un jour, elle a dit, allez, on la vire. Et elle, au contraire, c'est elle qui nous a poussés vers les livres. On était tous les mercredis, tous les samedis à la bibliothèque. Après, j'ai une grande sœur aussi qui a pris le relais et qui me guidait dans mes choix de livres. Et puis voilà. Et on avait plein de livres à la maison. Il n'y avait pas la télé, mais on avait beaucoup de livres à la maison. Voilà. Et du coup, ça a fonctionné sur tous tes frères et sœurs? Oui. Certains sont passés entre les mailles du filet de la lecture? Non, tous. Non, tous. D'accord. Est-ce que peut-être... Est-ce que quand tu étais du coup plus jeune, quand tu étais enfant à l'école ou peut-être même un petit peu après à l'adolescence, tu as déjà eu des remarques par rapport à ton amour de la lecture et à tes origines ou à ton milieu social, comme si on n'attendait pas ça de quelqu'un comme toi, voilà, qui aime les livres, etc. Est-ce qu'on t'a fait cette remarque de dire en gros, bah, pourquoi tu lis, je sais pas, c'est un truc de blanc ou c'est un truc de riche,
ou alors pas du tout? On m'a jamais dit non, c'est un truc de blanc. Moi, j'ai grandi en quartier populaire, en cité, en région parisienne. On m'a jamais dit c'est un truc de blanc. C'est vrai qu'on nous regardait un peu comme non pas des extraterrestres, mais il y avait quand même un certain respect. Je trouve qu'il y avait un certain respect du fait qu'on était toujours avec un livre, toujours fourré à la bibliothèque. Au contraire, les gens venaient nous demander des livres, par exemple. Ils nous empruntaient des livres pas mal et tout. Par contre, à l'école, après, moi, j'ai été dans un collège-lycée, le grand collège-lycée de la ville, où il y avait plus de blancs. Moi, j'étais en minorité à ce moment-là. Et là, j'ai eu un autre regard. Là, c'était plus le regard de ah oui, toi, tu lis. C'était plus ça. Ouais, et les profs, il y a eu. Comment? Comme si tu étais l'exception un peu? Voilà. Et comme si c'était pas compatible. Moi, je l'ai ressenti comme ça. En tout cas, c'était toi qui viens de là, tu lis. Et après, j'ai eu deux profs de français dont j'ai un très mauvais souvenir et comment dire, c'était assez insidieux. J'étais dans le top de la classe et je sais pas comment expliquer le truc, mais c'était fait de manière tellement insidieuse que on dévalorisait ce que je faisais. On dévalorisait toujours ce que je faisais. Et je me souviens d'une fois où j'ai dit que je voulais être écrivain et on a fait en sorte de baisser mes exigences, quoi. On t'a fait comprendre que c'était pas pour toi, que c'était pas pour quelqu'un comme toi, voilà. C'est ça? C'est ça. C'est assez horrible en fait d'entendre ces histoires de professeurs qui ne sont pas là qui devraient être là pour encourager et construire, aider à construire justement les gamins qui ont des idées comme ça très fortes et qui font tout le contraire. Malheureusement. Tu es maman. Comment toi tu fais pour transmettre ça à tes enfants? Est-ce que tout simplement tu te dis par simple mimétisme, te voyant lire tous les jours ils vont s'y mettre, ou est-ce que tu pousses un peu comme le faisait peut-être ta mère aussi? C'est une question qui me revient souvent en privé sur Instagram. Beaucoup de parents me disent comment faire lire mes enfants. Et moi, la question que je pose, c'est exactement ça. Moi, c'est est-ce que toi, tu lis déjà? Et souvent, c'est non. Donc, oui, moi, je suis pour l'éducation par l'exemple. Je pense que déjà, ça, c'est une base. Et c'est vrai que, oui, mes enfants me voient lire, donc ils lisent aussi. Et après, moi, là où je pousse, c'est pas forcément top, mais je le recommande pas, mais moi, je pousse vers le roman. Ma fille, par exemple, ma fille aînée, elle est fan de manga. Donc, je la laisse, elle lit des mangas. C'est de la lecture, il n'y a pas de souci. Mais je pousse vers les romans, c'est vrai. Sur ça, je pousse vers les romans. Mais non, sinon, vraiment, l'éducation par l'exemple, je pense que ça fonctionne vraiment bien. Et après, le partage autour des livres. Quand je lis un livre qui m'a ébloui ou que j'ai adoré ou que j'ai détesté même, et que j'en parle, que ce soit avec mon mari ou avec mes enfants, y a une émulation autour du livre. Et donc, ça crée quelque chose et ça... voilà. Ça peut naître aussi une autre activité, quoi, le fait d'en parler. Voilà, c'est ça. De la discussion et de la complicité. Et voilà. Et c'est des livres qu'après, ils vont me ressortir. On me dit, ah, c'est comme un tel dont tu m'as parlé. Ou, tu vois. C'est bien ça. Et du coup, combien d'heures par jour tu consacres à la lecture? Alors là, ça dépend vraiment des jours. Comme en plus, j'ai deux grandes de 15 et 12 ans et j'ai un petit de 3 ans. Donc ça dépend vraiment des jours. Mais j'essaye vraiment de lire au moins une centaine de pages par jour. Pour m'avancer dans mes lectures, j'essaye une centaine de pages. Mais il y a des jours où je ne vais pas lire du tout. Hein. D'accord. Ça nous, comment dire, ça nous déculpabilise presque quand je me dis que je ne lis pas assez d'entendre ça. Ah non. C'est d'ailleurs Sarah de The Arabic Novel me disait aussi qu'elle s'impose justement une lecture d'au moins 100 pages par jour pour essayer de lire le plus possible. Voilà, je vous respecte. Je pense que c'est la pression des enfants en fait, parce que si je prends pas ce temps, je vais être bouffée par le quotidien et je vais... Voilà. C'est un temps pour toi en fait aussi, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, je vais te poser la question, mais j'imagine que la réponse sera oui, mais on pourra la développer justement. Est-ce que tu prêtes attention à la représentation? Est-ce que tu parlais tout à l'heure dans des thèmes de prédilection figurer l'Algérie? Est-ce que tu fais l'effort, ou du moins voilà, c'est important pour toi de chercher des auteurs issus du Maghreb, de l'Afrique, comme tu disais tout à l'heure, ou d'autres contrées, d'autres origines, de chercher à lire des femmes plus particulièrement. Est-ce que c'est quelque chose
qui te nourrit en fait dans ta recherche de lecture, ou est-ce que vraiment tu es ouverte à toute lecture et si tu tombes sur des lectures sympathiques avec une bonne représentation, c'est un plus? Non, je cherche la représentation, ça c'est clair. Mais j'avoue que je la cherche plus en littérature française. Ça c'est clair que je la cherche plus, c'est malheureux, mais je sais que je vais pas la trouver. En grande majorité, je vais pas la trouver, et si je la trouve, c'est une représentation négative, ou tronquée, ou partielle, ou pleine de préjugés, avec toujours les mêmes images qui reviennent. Au point que quand je la trouve un peu, je suis la première à m'en étonner en fait. Et quand je la trouve juste, je suis la première à m'en étonner avant de m'en réjouir un peu. Mais non, en littérature en général, ce que j'observe d'abord en premier, c'est vrai que c'est d'abord la manière dont l'auteur raconte son histoire, comment il construit son récit, quelle est sa voix, quelle est son originalité. Et la représentation, je sais que je vais la trouver ailleurs. Je sais que je vais la trouver pas en littérature française, mais plutôt en littérature malienne, africaine, camerounaise, sénégalaise, voire coréenne. Récemment, j'ai lu Pachinko et c'est une histoire de famille où j'ai retrouvé des choses de chez moi, de mes origines. Quoi d'autre? Non, la représentation, malheureusement, je sais que je la trouve peu. Je la trouve peu et je la trouve plus dans des romans qui vont parler plus j'allais dire, de choses négatives, oui, comme le racisme, des romans sociaux. C'est là que je vais trouver plus de choses auxquelles je vais m'identifier. Mais c'est vrai Voilà. j'allais dire on a peu, mais effectivement, on n'a pas On n'a finalement pas, non? de culture littéraire, tu sais, vraiment populaire dans le sens, voilà, le roman qui va se lire facilement, qui est bien écrit, mais qui va parler de nous de manière très large, Ouais. euh, sans que notre identité soit un problème à régler, quoi. Oui, c'est Et je ça. pense que c'est la même, c'est frappant ce que tu dis, que tu ne la recherches plus, cette Non, représentation-là dans non, la je la recherche littérature plus. française, parce qu'en vrai, c'est la même dans le cinéma, c'est la Ouais, même chose dans les séries télé. On sait d'avance, enfin, c'est assez défaitiste, mais c'est le cas, on sait d'avance qu'on ne la trouvera pas. Et on va ouais, trouver, on va s'identifier plus facilement à des programmes, à des choses qui se font à l'étranger. oui, C'est assez malheureux ouais, c'est malheureux. d'en être là, d'en arriver là. Euh, du coup, toi, comment t'es venue l'envie d'écrire? Est-ce que tu as toujours écrit parallèlement au fait de dévorer des livres? Est-ce que, je sais pas, t'as hésité longtemps avant d'écrire, avant de te lancer? Comment s'est fait ce déclic pour toi? Non, j'ai très tôt voulu écrire, mais je me suis autorisée que très tard, malheureusement. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Il y a de la confiance en soi. Je me suis comparée longtemps à d'autres que je considérais comme meilleurs. Et puis un jour, je suis au lycée, en terminale, et j'oublie de m'inscrire aux épreuves du bac. À ce moment-là, je suis des cours au CNED. Et je manque la date de 2 jours. J'oublie de m'inscrire au bac. Et donc, ça fait que je redouble mon année. Donc, il y a un moment de flottement comme ça, c'est assez difficile et tout. Et je me dis, je ne peux pas laisser passer cette année blanche comme ça. Et je me dis, bah viens, je vais écrire un livre. Et c'est Oui. comme ça que j'écris mon premier livre. Mais à cette époque-là, j'ai suivi aucun atelier d'écriture. J'y connais absolument rien à la construction narrative, rien à la construction des personnages. J'ai, à part dévorer des livres et avoir un instinct comme ça de la manière de construire mon récit, je n'y connais absolument rien et je n'y connais absolument rien à l'édition. Donc j'y vais complètement à l'instant. Et j'écris pendant plusieurs mois. Et ça me permet de me soulager du fait de redoubler. Et, euh, et à cette époque-là, il y a mon père qui est abonné à ce qui s'appelait avant le Nouvel Observateur. Mhm. Et dans ce magazine, je vois une annonce pour une maison d'édition qui recherche des nouveaux auteurs. Donc j'envoie mon manuscrit et je répète, je ne connais rien à l'édition. Et donc j'accepte la proposition de cette maison qui me dit vouloir me publier à compte d'auteur. Ouais. Donc je dois payer. Comme j'ai 20 ans à cette époque-là, je n'ai pas d'argent et c'est donc mon père qui paye. Et une fois le livre publié, plus rien. Ah là Plus là. rien. J'ai plus rien. Je n'ai plus aucun retour de la maison d'édition, aucune promotion, aucun droit d'auteur, rien.
Donc ça va beaucoup me perturber. C'est quand même un accomplissement parce que je suis allée au bout de la chose avec perte et fracas, il n'y a pas de problème, mais je suis allée au bout en fait. Je suis allée au bout de quelque chose, donc ça reste ça au fond. Et donc je vais continuer mon chemin, je vais faire du journalisme, je vais faire de la correction dans le milieu de l'édition, bref, je vais faire plein de petits trucs comme ça. Et puis, mais ça reste quand même, il y a un petit truc au fond de moi qui va pas. Je suis pas sur mon chemin en fait. Et en 2015, on est en fin 2015, c'était un événement, j'étais invitée à un événement et je rencontre une femme qui s'appelle Zora, de l'association Banlieue Plus, si tu connais, et qui venait de créer un atelier d'écriture. Et là, on commence à discuter et tout, et elle me dit, mais viens, demain, il y a un atelier, viens. J'y vais, et depuis, je ne les ai plus jamais lâchés. J'y vais toujours là encore ces derniers temps. Et c'est comme si elle m'avait remise sur mon chemin. Là, c'est comme si j'étais alignée avec moi-même. Ouais, voilà. Voilà, entre ton premier livre, avec cette expérience en édition, voilà, et cet atelier que tu fais, tu avais arrêté d'écrire complètement? J'avais pas arrêté d'écrire, mais j'avais arrêté de chercher à être publiée. Ouais, d'accord. Et ça, c'était douloureux, quoi. C'était pas... Voilà. Parce qu'en même temps, je lisais, et je me disais, mais pourquoi pas moi? Mais je franchissais pas le pas. Et donc, elle m'a remise sur mon chemin, quoi. Et l'année suivante, j'ai remporté un concours de nouvelles. Et l'année d'après, bah, Le Fils de Zawa est paru. Voilà. Et depuis, voilà, j'ai tout arrêté. Je me suis consacrée à l'écriture. Et là, Le Fils de Zawa est paru en 2017. La suite a été belle. La promotion a été bien. J'ai participé au Salon du Livre de Paris. J'ai fait des séances de dédicaces, tout ça. Mais la relation avec l'éditeur n'était pas... Elle s'est un peu dégradée et on a rompu à l'amiable. Et depuis, je cherche un nouvel éditeur. Ok. Voilà. Donc, tu me disais que tu es en train d'écrire, justement. C'est une suite ou c'est un autre roman? Non, c'est complètement différent. Non, non. Ok. Et donc, est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait, du coup, en exclusivité? Avec grand plaisir. Alors, est-ce qu'il y a déjà un titre? Il y a un titre provisoire que j'ai mis, ça s'appelle Le Grand Entretien. D'accord. Et je vais trouver le passage. Elle avait laissé une lettre, un courrier posthume. Elle l'avait empli de tous les mots qu'elle n'avait su dire de son vivant. 30 pages de confession, 30 pages d'une écriture resserrée, tassée, minuscule, 30 feuilles de couleurs diverses, comme si elle avait écrit dans l'urgence en piochant dans un tas de papier mélangé. Il avait failli jeter le paquet. Elle ne lui en avait rien dit de son vivant. Quelques semaines après l'enterrement de sa mère, Nathan Eden avait investi son appartement surchargé avec dans les bras plusieurs rouleaux de sacs poubelles taille XXL. Il voulait être seul sur les lieux, seul avec les ombres, seul avec les souvenirs, seul avec elle, jaillissant derrière chaque porte, bondissant de chaque tiroir, émanant de chaque objet. Il avait commencé par poser ses fesses sur les traces laissées par celles de sa mère dans le fauteuil rompu. Ses yeux avaient fait le tour de la petite pièce qui servait de salon, de salle à manger, et de chambre à coucher les jours où elle se laissait couler d'épuisement devant la télévision hurlante. Elle ne savait pas regarder ces émissions abrutissantes sans mettre le volume au maximum. Quand Nathan et Eden venaient la voir, les voisins s'élançaient de leurs appartements pour lui demander, crispés, de faire entendre raison à sa mère. Elle l'écoutait, hochait la tête sans le regarder, et relançait la télévision à son maximum. T'as mangé, disait-elle alors en s'extirpant de son fauteuil. Elle n'attendait pas la réponse. Il la suivait, petit garçon obéissant, prenait place chaque fois sur la même chaise, celle placée sous la fenêtre, et attendait qu'elle dépose l'assiette devant lui. Jamais elle ne s'asseyait. Appuyée contre l'évier, elle le regardait manger, et pour lui c'était toujours la même mère. C'était toujours celle qui, enfant, n'avait pas besoin de lui dire de finir son assiette. Son regard fixe, triste et attachant, ne permettait ni discussion ni rébellion. Alors il engloutissait et répondait à ses rares questions, souvent les mêmes. Adulte, il continuait d'occuper la même place, ses genoux cognant désormais la table, et elle s'asseyait sur la chaise d'en face, son regard allant de son fils à l'assiette. Avec l'âge, les questions avaient changé. L'œil s'était fait plus incisif, parfois même cruel. Elle était chaque fois la première à recevoir les romans de son fils.
Nathan Eden mettait un point d'honneur à les lui envoyer, bien avant leur parution. Elle n'en avait lu aucun. C'était en tout cas ce qu'elle lui avait dit. Pas le temps, pas envie. Par contre, elle ne ratait aucune de ses interviews, lisait tous les articles qui lui étaient consacrés et lançait de temps à autre quelques réflexions bien senties. Elle avait toujours eu l'affection rude, caressant la tête de son fils sans l'enlacer, le félicitant sans douceur, prenant soin de lui avec sécheresse. Et lui n'avait connu qu'elle, sans grands-parents, sans oncle ni tante pour comparer, pour comprendre. Les questions qu'il posait restaient sans réponse, jusqu'à ce jour où elle avait provoqué un déluge de postillons et de fureur. Jamais elle ne levait la main sur lui, mais il était fréquent que des objets volent à travers les pièces, laissant sur les murs des meurtrissures indélébiles. Ce jour-là, il devait avoir 14 ou 15 ans, il ne sait plus. Devant lui, sur la porte de la cuisine, une boursouflure fait remonter des images, des sons, des cris. C'est mercredi. Il rentre tout juste d'une après-midi passée chez Mehdi Amir, son ami de toujours qui habite l'immeuble en face. Chez les Amir, 3 générations se côtoient. Les grands-parents au premier, les parents au deuxième, et on navigue allègrement d'un appartement à l'autre. Les éclats de voix ne sont pas les mêmes que chez Nathan Eden. Ils convoquent, ils désirent, ils tendent les bras. L'adolescent d'alors leur voue une grande tendresse. Il s'y love et s'en délecte avant de retrouver un foyer coupé de ses racines, une mère qui craint tout de l'extérieur et ne lui offre aucune souche à laquelle se rattacher, aucune branche à attraper pour s'en revendiquer. Je vais m'arrêter là parce que si, c'est trop. On pourrait t'écouter pendant des heures. Franchement, ça donne envie de lire l'entièreté. Donc, on a hâte de pouvoir voir ça en espérant que tu trouves un éditeur très vite qui Ouais. saura apprécier la qualité Ouais. du récit. Est-ce que, du coup, comment dire, cet amour de la lecture que tu as depuis toute petite, euh, c'est ce qui a nourri ton envie d'écriture? En gros, si tu n'avais pas autant lu, est-ce que tu penses que tu aurais eu envie d'écrire? Je pense que oui, que le fait de lire énormément, et justement, on en reparle de la représentation, et de lire énormément, de me reconnaître partiellement, parce qu'il y a des situations dans lesquelles on va se reconnaître, on reste humain, mais de ne pas me reconnaître moi dans ma spécificité, c'est ça qui m'a poussée à écrire, je pense. J'avais besoin d'écrire le livre on dit souvent qu'on écrit le livre qu'on aimerait lire. Ouais. Voilà. Donc, C'est le ouais, manque, en fait. Comment? C'est le manque qui a créé l'envie. C'est ça, exactement. Et du coup, comment aussi t'es venue cette idée d'ouvrir un compte Instagram et de le dédier à tes lectures? Il me semble, parce que je crois que je te suis depuis un moment, au tout début, c'était pas tout à fait ce format. Enfin, voilà, tu mettais des photos de livres, et rapidement est venue l'idée du petit post-it sur lesquels tu Ouais. fais ta petite revue très condensée. Voilà, à quel moment tu t'es dit que ça pouvait être pertinent, intéressant pour toi et pour les gens qui te suivent de partager aussi toutes les lectures que tu avais aimées, et puis ensuite d'en faire même un podcast? On va en parler aussi après. Au tout début, c'était juste une idée comme ça. En fait, dans la famille, on lit, je te disais qu'on lit beaucoup, et on s'échange pas mal de livres. Et moi, quand on s'échangeait, quand on lisait un livre et qu'on se le passait, je laissais toujours un petit post-it à l'intérieur avec mon avis. D'accord. Et un jour, j'ai pris ce post-it en photo, je me dis, bah tiens, pourquoi ne pas je commençais sur Instagram à peine, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le partager. Et c'est parti comme ça. J'ai senti que ça a accroché comme ça, et ça a été ma petite touche Bookapax, quoi. Ouais, Et bah, d'ailleurs, au tout début, le compte ne s'appelait pas Bookapax, c'était ouais. mon prénom. Et voilà, c'est parti comme ça. Et ça marche bien finalement, même si bien sûr on Ouais, a envie de lire des revues fouillées, etc. Mais je trouve que pour donner le ton, tu vois, l'ambiance d'un livre, ou du moins ce que toi tu en as perçu, et, ouais. dire rapidement, tu vois, sur le style, l'histoire, quelques lignes Ouais. comme ça, en vérité, c'est pas si facile à écrire. Non, c'est vrai. Quelques lignes pour être hyper condensées et précises. Mais ça fonctionne bien parce qu'on se dit tout de suite, enfin, tout de suite on sait si on a envie de le lire ou pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on va D'accord. forcément le faire, Ouais. parce que voilà, on est débordé aussi. Mais en tout cas, tout de suite on se dit: «Ah tiens, ça OK, ça, vu ce que je dis là en 4 lignes, ça peut Ouais. m'intéresser», ou alors c'est pas du tout un truc qui va m'intéresser, même si le livre a l'air bien, voilà. Et je trouve que ça, c'est aussi finalement un début de, c'est pas le même style d'écriture que le roman,
mais c'est une manière d'être, voilà, d'être concise et condensée, pardon, Ouais. qui nécessite justement une réflexion, Oui. vraiment complète sur l'œuvre que tu viens de lire. Oui, c'est clair parce que, typiquement, à l'Est d'Éden, j'ai mis, je crois 2-3 jours avant de pouvoir, écrire le post-it. Mmh. Tellement il me fallait du temps pour lui rendre complètement justice, en fait. Donc en fait, les post-it, c'est qui tout double. Soit l'idée va me venir pendant la lecture, des fois ça me vient comme ça, il y a un début de post-it qui va me venir pendant la lecture et je compléterai à la fin. Soit il va me falloir, quelques jours après la lecture pour bien le travailler et mais oui, c'est un vrai exercice d'écriture. Et ensuite, sous le post, je vais développer un peu. Mais c'est vrai que d'abord, il y a le petit post-it avec, soit l'envie, soit pas l'envie. Et après, je développe en dessous. Voilà. Justement, tu disais là à l'instant, que parfois il te faut, quelques heures, quelques jours pour, un peu digérer, j'imagine tout ce que tu Ouais, as lu, c'est ça. pour en faire un petit résumé. Hem, du coup, quand tu finis un livre, le podcast s'appelle «Jamais sans mon livre» parce que moi, très souvent, quand j'arrive aux dernières pages du livre que je lis en ce moment, j'arrive pas à en lire plusieurs, hein, j'ai essayé, c'est un échec. Ouais. Et quand j'arrive aux dernières pages et que je sais que j'ai des journées dans le métro, et cetera, je prends un autre livre, tu vois? En me disant: «Je vais Mmh. le finir et je vais me retrouver dans mon trajet de métro en rentrant le soir et je vais rien avoir à lire». Donc en fait, j'enchaîne tout de suite. Dès que la lecture finit, tu vois, j'ai un besoin Ouais. d'enchaîner. Ouais, Je pareil. je le fais un peu moins maintenant parce que je veux aussi pouvoir digérer. Mais du coup, voilà, toi, est-ce que tu as besoin de ce temps, pour, tu vois, t'imprégner de la lecture que tu viens de finir? Ou est-ce qu'il te faut, comme ça, dans une boulimie, enchaîner tout de suite pour pas avoir de quand tu es dans un mouvement de lecture, tu vois, un élan de lecture, est-ce que tu Ouais. as besoin d'enchaîner? Non, ça dépend du livre. Vraiment, ça dépend du livre. Là, avec un gros classique comme ça qui m'a bien, pris du temps et qui m'a marqué, j'ai besoin de 1 ou 2 jours. En fait, depuis que je l'ai fini, j'ai commencé plusieurs romans et j'arrive pas à les poursuivre. Donc j'attends un peu, je laisse Ouais. et je sais que je vais en choisir un et ça va y aller. Mais non, ça dépend vraiment du livre. Il y a des romans que je vais enchaîner comme ça et d'autres non. D'autres, Est-ce il que faut un tu petit temps de digestion. ouais, ouais, pour digérer tout ça. Est-ce que tu te forces à finir un livre que tu n'aimes pas? Non, jamais. Jamais, C'est jamais, jamais jamais. arrivé ça? Ah non, non. Non, je ne finis pas un livre qui me plaît pas. Je vais aller jusqu'à une centaine, 150 pages, vraiment pour lui donner sa chance. Et Mmh. si vraiment, non, 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 j'ai trop il y a trop de bons livres qui attendent pour, non, non, je m'arrête là. J'ai mis du temps à faire ça. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de D'accord. finir des livres que je trouvais imbuvables, mais donc plus jamais. Et du coup, est-ce que tu redonnes leur chance à un livre que tu as alors pas un livre que tu as pas aimé, mais genre voilà, que tu as trouvé moyen, que tu avais du mal à avancer, tu l'as mis de côté en te disant: «Un jour je reviendrai» et souvent on n'y revient pas, mais est-ce que tu donnes une seconde chance, à ces livres-là ou Exactement ça. Non, non, jamais. En tout cas, jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé. C'est exactement ça. Je le laisse de côté. Je me dis, je vais le reprendre une autre fois. Peut-être c'est pas le bon moment. voilà? Je suis pas dans le bon mood, quelque chose comme ça. Mais en fait, non. Je sais que j'y reviens pas. Et après, soit je vais le donner, soit à un moment, quelqu'un va passer et dire, ah bah tiens, il m'a pas trop plu, donc tu peux le prendre. Et alors du coup, tu t'es mis au podcast aussi depuis, c'est la deuxième saison, donc ça fait bien 2 ans, hein, c'est Oui, ça? Que tu as commencé? J'ai quelques épisodes de retard, mais il faut que je trouve le temps également. Hem, c'est un autre type d'écriture du coup aussi, d'écrire tes épisodes parce que, c'est, c'est presque de la AM je sais plus le dire, ASMR, voilà, c'est ça. Quand on ouais, t'entend parler de livres, à un moment donné, on ne sait plus si tu parles, tu vois, si c'est le livre qui parle ou si c'est toi qui parles du livre, tu vois? Tu amènes, d'accord. tu as une manière assez particulière d'amener justement, ton propos et c'est hyper intéressant. Mais du coup, ça prend aussi un temps d'écriture, qui va au-delà de je pense que, d'écrire un article ou un billet, de blog, tu vois? Pour faire ta revue Ouais, parce qu'il y a une rythmique aussi qui est assez, particulière. Tu parles beaucoup du livre, donc c'est un livre par épisode. ouais, c'est ça. Tu parles du livre en question, de l'auteur. Tu parles aussi, souvent de toi ou peut-être que les épisodes que j'ai écoutés, s'y prêtaient plus. Comment est venue cette idée de podcast? Et puis surtout, comment tu penses en amont, ton récit? Comment tu le construis? Parce que L'idée, tu dissèques beaucoup le style, l'intrigue, enfin là, tu vas vraiment en détail quoi, au cœur du livre. oui, j'essaie, ouais. Le podcast, en fait, ça fait plusieurs années que moi j'en écoutais énormément.
Et j'ai une amie qui n'arrêtait pas de me dire, mais t'en écoutes plein, pourquoi t'en fais pas un? Elle me le disait, elle me le disait, elle me disait, moi, je me voyais pas en faire, en fait. Et le premier confinement est tombé. Et je suis tombée sur une annonce sur Instagram d'ailleurs, sur une formation podcast. Je l'ai faite et j'ai lancé mon podcast dans la foulée. Parce que moi, ce qui me bloquait aussi beaucoup, c'était la voix, parce que je n'aime pas ma voix, et tout le côté technique. Je me disais, ça me paraissait un truc énorme, quoi. Donc je me suis formée, ça a été assez rapide. Et dans le mois mars 2020, j'ai lancé le podcast. Ensuite, pour l'écriture, oui, c'est complètement différent. Il faut écrire pour l'oral. Ça n'a rien à voir avec le roman, ça n'a rien à voir avec un article. Donc j'écris et je dis les choses. Je vais dire les choses. Et pour mes quasiment 10 premiers épisodes, j'ai fait appel à une coach vocale. Ah oui. Pour poser ma voix, pour que ce soit le style, la lecture, comment je lis mes textes, parce que c'était assez plat la manière dont je lisais mes textes. Et voilà. Il faut lire sans lire, en fait. Exactement. Okay, ouais. Exactement, aussi. Ouais, parce qu'on sentait que j'étais collée à mon texte. Donc voilà. Surtout les premiers, non, c'était pas ça du tout. Donc oui, j'ai fait appel à une coach vocale et ça m'a énormément apporté. Surtout même au niveau confiance en moi, ouais. C'était top. Et comment tu choisis le livre que tu vas disséquer dans ton épisode parmi toutes les lectures que tu as faites? C'est le livre qui t'a marqué dans le mois ou Oui, c'est souvent ça. C'est un livre qui m'a marqué. Je ne chronique pas les livres qui ne m'ont pas plu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va faire faire se démarquer le livre, en fait. Quelque chose qui va me marquer moi, quelque chose qui va entrer en résonance avec l'auditeur aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, oui, s'il y a quelque chose en rapport avec moi, avec mon intimité, c'est vrai que je vais le dire aussi. Je trouve que ça apporte comme une petite complicité avec mon auditeur. C'est aussi comment dire, c'est le truc en plus qu'on ne trouvera pas dans les diverses critiques littéraires qu'on peut trouver en ligne, dans la presse traditionnelle ou en télé ou en radio, parce que forcément ton point de vue, qui tu es, on ne voit pas beaucoup de femmes comme toi à l'antenne ou en radio, et ben c'est là où ça devient pertinent en fait, quand on a des personnes de la vraie diversité, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est important, au-delà, en plus du talent d'écriture et de comment tu poses ta voix pour raconter. C'est en général, on le lance et je vous le conseille, mais je pense que les gens qui nous écoutent, à mon avis, écoutent aussi ton podcast, mais si ce n'est pas le cas, allez-y. Est-ce que des gens viennent vers toi pour te demander, je sais pas quoi lire, ou ça fait longtemps que j'ai pas lu, j'ai perdu le goût de la lecture, ou je l'ai jamais eu, aide-moi, trouve-moi le livre parfait. Oui. Le livre parfait, non, mais oui, j'ai pas mal de demandes comme ça en privé. J'ai même quelques habitués comme ça qui reviennent à chaque fois. Ils me disent, ah bah voilà, j'ai lu celui-là, tu me l'avais conseillé, j'ai aimé, qu'est-ce que tu me conseillerais soit dans la même veine, soit complètement différent? Oui, j'ai beaucoup de demandes comme ça. Et tu arrives toujours à bien conseiller les gens finalement? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de plainte. Okay. Mais j'ai peut-être eu une fois une fille qui m'a dit que le livre ne lui avait pas plu. Mais j'ai pas d'autres souvenirs, non. Sinon, ça a été. Alors, tu fais découvrir finalement des auteurs à tes abonnés via ton compte et ton podcast. Comment toi, tu arrives à découvrir de nouveaux auteurs? Que ce soit des auteurs émergents dont c'est le premier roman, ou des auteurs dont tu n'avais pas entendu parler jusqu'à présent. Tu disais tout à l'heure que les maisons d'édition t'envoient maintenant, tu es connue, tu es une star du game, donc on t'envoie les livres et ça c'est cool. C'est toujours sympa de recevoir un livre dans sa boîte aux lettres. Mais au-delà de ça, par quel moyen en fait tu vas découvrir des auteurs? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu écoutes peut-être des émissions de radio liées sur la littérature, de télé ou autre, la presse? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est bouche à oreille? Est-ce que c'est un tour en librairie? C'est un peu de tout ça. Les réseaux sociaux, beaucoup. Je suis des comptes de personnes racisées, parce que je sais que là, je vais trouver d'autres lectures que la grosse masse de littérature française. Donc là, je vais piocher beaucoup. J'écoute beaucoup d'émissions, oui, d'émissions littéraires. Et quand je vais en librairie, dans les librairies indépendantes, souvent, je vais voir le libraire ou la libraire et je vais lui demander de me conseiller un livre qui n'est pas mis en avant.
Et c'est souvent comme ça que je vais trouver des pépites ou pas. C'est déjà arrivé qu'elle me conseille un livre et qu'il m'est déçu. Mais en général, oui, c'est comme ça que j'arrive à trouver des auteurs qu'on met pas assez en avant, quoi. Tu arrives à, peut-être que c'était le cas avant et moins aujourd'hui parce que tu as peut-être un peu moins le temps, mais est-ce que ça t'arrive encore d'acheter un livre sans connaître l'auteur, le sujet même du livre, juste sur la couverture ou sur le titre, quelque chose qui t'intrigue dans ce que tu vois et tu dis allez, je lui donne sa chance, je l'achète? Ou est-ce que tu Assez quand peu, même? assez peu, assez peu. C'est une bonne question parce que j'aimerais bien, j'aimerais bien m'aventurer comme ça. Là, c'est vrai que je reviens assez sur des auteurs que je connais déjà. Quand j'en découvre, c'est parce que j'en ai entendu parler. Et donc, j'aimerais aller moi-même vers des choses que je connais pas du tout. Mais c'est vrai que non, je le fais pas assez, ça. Par exemple, C'est là, risqué, hein? récemment, j'ai acheté. Comment? C'est risqué. C'est risqué, c'est clair, c'est risqué. Mais justement, attends, récemment, j'ai acheté celui-là, Les corps célestes de Joka Al-Harti, mais parce que il y avait un bandeau. Elle a obtenu le Man Booker Prize international. Ouais, voilà, C'est une auteure omanaise, c'est son premier roman traduit en français. Ah, Donc voilà, c'est ça qui m'a attirée. Donc je la connais pas du tout, mais il y avait le bandeau, il y avait toi, il y avait de quoi m'attirer. Mais ouais. sinon, non, je ne le fais pas assez. C'est clair que je ne le fais pas assez. Mais c'est pas évident parce que voilà, il suffit de te tromper une fois ou deux pour plus avoir, Non, pour plus c'est ça. oser du tout. Ouais. Est-ce que tu as un rituel de lecture? On parlait tout à l'heure de s'imposer les 100 pages de lecture par jour, mais est-ce qu'il te faut, je sais pas, est-ce que tu es plus du matin ou du soir pour la lecture? Est-ce que tu as besoin d'être dans un petit endroit un peu cocon avec ton petit café ou thé, etc. Ou est-ce que tu peux lire dès que tu as le temps pour lire en fait? Que ce soit dans le métro, Exactement. C'est dès que j'ai c'est Non, ça? c'est dès que j'ai le temps. Avec les enfants, Ouais, non, voilà. c'est dès que j'ai le temps. Même des fois, quand je les déposais avant, quand elles étaient en primaire, maintenant elles sont au collège, mais quand je les déposais à l'école ou quand j'allais les chercher, j'étais avec mon livre en attendant parce que je savais que j'allais attendre un peu. Donc non, c'est vraiment dès que j'ai le temps. Et si tout le monde est couché et que je suis bien, là, je suis dans mon lit, là, c'est l'extase. Voilà. Dans mon lit avec mon livre, c'est le must. Mais sinon, non, c'est dès que j'ai le temps. Dès que j'ai le temps. Et la dernière petite question, du coup, c'était bah, quels sont. Allez, on peut aller jusqu'à 5 parce que quand je demande un ou deux, les gens débordent de toute façon, donc c'est tant mieux. Mais quels seraient tes 5 livres de prédilection? Ceux dont tu parles à tout le monde systématiquement, ceux qui t'ont marqué, ceux que tu conseilles à toutes les personnes, quel que soit le type de la personne, en fait, où tu te dis ça va plaire à tout le monde. Ah ouais. Bah déjà, Americana. Ouais. Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Il est là, mais je Euh, l'ai pas encore lu. oh là là, t'as de la chance, t'as de la chance, vraiment, t'as de la chance. Comme ça, Martin Eden de Jack London. Euh, Racine de Alex Haley. Oh, celui-là, ah ouais, celui-là, incontournable. Bah, maintenant, je sais que je vais conseiller beaucoup à l'Est d'Éden. Il y a aussi L'Enfant Noir de Kamara Ley. Oui. Il est très 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 beau. Et récemment, en auteur sénégalaise, j'ai lu La Grève des battus de Mmh. Aminata Sofal et qui est très beau. C'est un très court roman, très beau, assez triste et drôle à la fois. D'accord. Euh, Bah, Imbolomboue aussi, ces deux romans sont magnifiques. Il y a qui d'autre? Il y a Laurent Godet, Eldorado de Laurent Godet. Il y a Laurent Mauvignier aussi. Oh, son dernier, il est sublime, mais vraiment sublime. Il est épais, mais il se lit magnifiquement bien. Il s'appelle comment Après, il y en a plein d'autres, hein. Comment? comment il s'appelle le livre là en question? Laurent Mauvignier, c'est Ouais. Histoire de l'ami. OK, Histoire de l'ami. on note tout ça. Là, on a une belle, petite liste, de recommandations. On a de quoi faire. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on est allé au bout des Merci à questions. Je toi. suis en train de réfléchir si on n'avait rien oublié, mais je pense qu'on a bien creusé le sujet. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit temps. C'était un petit jamais sans mon livre nocturne, en fait, on vous l'a pas dit, Ouais, mais là, on se fait une petite nocturne, ce soir avec Asma. Donc on vous mettra, si vous ne connaissez pas encore le compte Bookapax, pardon, sur Instagram, on vous remettra le lien, mais je pense que tout le monde, toutes les personnes qui aiment lire et qui ont envie de découvrir des livres, a priori, te suivent déjà. Donc, on va rien faire découvrir aux gens, mais sait-on jamais. Le podcast également, qui est hyper intéressant, comme on l'a dit, si vous aimez vraiment
Je pense vraiment pour les passionnés de lecture et d'écriture qui ont envie de triturer un peu le texte, voilà, c'est un vrai plaisir à entendre. Un peu à la manière de la vidéo que tu as postée là sur le livre de Steinbeck. J'ai vu des commentaires où les gens étaient horrifiés et d'autres étaient impressionnés. Je vous laisse la découvrir, on la mettra en lien aussi, mais voilà, je pense que c'est ça les vrais passionnés de livres en fait. On peut croire qu'on n'aime pas écorner ou écrire sur les livres, mais je pense que parfois c'est nécessaire d'aller se faire des Oui. annotations. Bah, longtemps, j'ai été une adepte du livre. Voilà, c'était sacré, il fallait pas y toucher. Ah, Et ces derniers temps, non, je me dis non, le livre, il est vivant. Il faut qu'il soit, qu'il y ait des marques, il faut qu'il y ait des traces, il faut que voilà, qu'il y ait une trace de ma lecture, quoi. moi, je trouve en plus que du coup, le poche se prête plus à ça. Exactement. Oui, Le oui, poche, il est, tu sais, il est moins solide. Donc déjà, il c'est va ça, s'abîmer naturellement dans ton c'est ça. sac, tu vas le Ouais, trimballer, c'est ça, il va plus ressembler à rien c'est ça. rapidement Ouais, si tu l'as avec toi plusieurs jours, plusieurs semaines. Et exactement. donc, c'est plus, on Ouais, culpabilise moins, tu vois, c'est ça, de le griffonner, c'est ça. d'écorner les pages, etc. Donc, voilà, faut pas être choqué de la vidéo Non, d'Asma. Euh, il faut faire vivre le livre comme ça. c'est ça. Bah, écoute, merci infiniment de ton Merci à toi. temps et de ton talent également pour nous. Je te dis à très bientôt. Et puis, bah, si vous avez aimé, si vous voulez participer aussi, contactez-nous par mail ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager surtout nos épisodes, à les noter là où vous pouvez les noter sur Apple Podcast. Je pense que c'est là où on met des étoiles, tout ça, vous mettez des bonnes notes, parce que si vous n'aimez pas, vous ne dites rien, vous ne faites rien, vous passez votre chemin. Euh, voilà, suivez Asma sur ses comptes et sur son podcast. Et puis, bah, en ce qui nous concerne, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Jamais sans mon livre. Merci. Merci, bonne soirée.